Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, du football avec un gros plan sur les 24 nations qualifiées pour la prochaine grande messe du football continental qui va se tenir au Maroc. Des nations classées un peu plus au-dessus de la mêlée, bien entendu, ont tenu leur rang au cours des campagnes éliminatoires pour obtenir très tôt le passe. Pendant ce temps, certains pays ont dû batailler jusqu'à la dernière journée pour s'offrir le billet pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant que les éliminatoires sont finis, on se projette ce soir sur le statut que peut avoir les 24 nations, bien entendu, au cours de la compétition. Proprement dit, quels sont les pays qu'on peut classer dans la catégorie des petits poussés, lesquels seront auteurs des surprises et lesquels seront à craindre, tant d'interrogations auxquelles on essaiera d'apporter des réponses sur ce plateau. On fera aussi un coup d'œil sur le bilan de l'année 2024 des Guépards du Bénin. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faudra corriger? On fera aussi le débat autour de ce sujet. De l'aviron et du skateboard sont aussi au rendez-vous ce soir sur Canal Sport. Restez avec nous pour le développement de tout ceci au cours des 52 prochaines minutes. En plateau ce soir, deux confrères. Le premier, vous le connaissez certainement, il est un habitué de ce plateau, Diko Rezo. Bonsoir. Bonsoir chers confrères, bonsoir à mes téléspectateurs, ravi de venir partager ce plateau avec vous, de décrypter l'actualité sportive d'ici d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Cotonou et merci de répondre à notre invitation ce soir. C'est moi. En face de vous, un autre confrère, il a nom Serge Renou, il est journaliste sportif à Radio Planète. Serge, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, on va commencer par le factuel et c'est à travers notre rubrique Fil Info. Petite transition et on y est. Allez, on va ouvrir le bal de Fil Info ce soir par le football. Vous allez le voir sur le tableau. La 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est ouverte ce week-end avec deux, bien entendu, différentes dans les deux différentes poules et en autre fortune diverses pour les différents clubs. Dans la poule A, Buffle s'est incliné devant Dynamo FC de Parakou 0 but contre un 3 buts à 0 pour la victoire de Panthère FC de Djougou devant Beki FC. Bien entendu, l'AS Tarkounet et Bani Gansé se sont neutralisés au bout d'un score nul et Viège. Même scénario entre l'AS Tonnerre et Abeille FC. Le Promu Boa et US Cavalier se sont neutralisés au bout d'un score nul. D'un but partout, Dadia FC d'Aplaroué s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe d'Espoir FC de Savalou, 2 buts à 1 pour la victoire de Odu FC de Comet devant Dynamique FC de Djougou. Dynamo FC d'Abomey s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe de Damissa FC de Ndali et puis Loto Popo s'est imposé par un score de 2 buts à 1 à Real Sport de Parakou. Ça c'est pour la poule A. Pour la poule B maintenant, bien entendu, sur la deuxième partie du tableau, l'équipe de l'AS Police s'est imposée à l'équipe de la Jeunesse Athlétique de Kétou par un score d'un but à 0. Score nul et vierge entre Afranco, Omnisport et l'AS Soubembap 3-0 pour la victoire de Ayema FC devant l'équipe de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. Score nul d'un but partout entre la Jeunesse sportive de Ouida et l'USS Kraké. Score nul et vierge entre Sitatunga et l'équipe d'Adidja FC. 1-0 pour la victoire de Dragon FC devant l'équipe de l'AS Cotonou. 2 buts à 1 pour Coton FC devant l'équipe de Aziza FC. 2-0 pour la victoire de l'ASPAC devant l'équipe de Étoile Filante. Et puis la jeunesse sportive de Pobet s'est imposée par un score d'un but à 0 à l'équipe des Requins de l'Atlantique. À l'issue donc de cette 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, le top 9 bien entendu au classement provisoire dans les deux différentes poules se présente comme suit. Dans la poule A, Dadia FC est en tête avec 22 points au compteur, un goal différentiel de plus 9. En deuxième position, on retrouve l'équipe de Dynamo FC d'Abomey avec 17 points au compteur après 9 journées, un goal différentiel de plus 5. Panthère FC de Djougou est troisième avec 16 points au compteur, même nombre de points au compteur pour l'équipe de l'US Cavalier. Odu FC est 5e, Loto Popo 6e, en 7e position Espoir FC de Savalou, Buffle du Borgou est 8e et puis en 9e position on retrouve l'équipe de l'AS Tarkounet avec 12 points au compteur
et un goal différentiel de 0. Ça, c'est pour la poule A. Dans la poule B, maintenant, c'est l'équipe, bien entendu, des Dragons FC de l'UMB qui est en tête avec 19 points au compteur et un goal différentiel de plus 5. AEMO FC de Kobe est deuxième. L'AS Soubemap est troisième. En quatrième position, on retrouve l'équipe de la jeunesse sportive de Kobe. Coton FC, triple champion en titre du Bénin, cinquième. En sixième position, on retrouve l'équipe de Havran Omnisport. L'AS Police est septième de cette poule avec 14 points au compteur. Même nombre de points au compteur pour la jeunesse sportive de Ouida avec bien entendu un goal différentiel de 0. Et puis l'USS Craqué est 9e de ce groupe, sinon de cette poule B, à l'issue donc de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Parlons maintenant des jeunes, précisément des scolaires. Le tournoi FOAB qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sinon au prochain championnat d'Afrique scolaire de 2025 a livré son verdict samedi. Le Bénin, qui termine deuxième sur les deux tableaux, sera absent à la prochaine édition du championnat d'Afrique scolaire des Nations. Chez les filles, les Amazones se sont inclinées en finale devant leurs homologues du Ghana au bout d'un score d'1-0. Ainsi, elles terminent vice-championnes du tournoi et à défaut d'une qualification pour la phase continentale, elles enregistrent une progression par rapport à l'édition précédente à Lomé où elles avaient terminé sur la troisième marche du podium. Par ailleurs, elles s'en sortent avec une cagnotte de $75 000 et des médailles d'argent. Double champion en titre, chers les garçons, les Guépardos avaient comme ambition de récidiver face à la Côte d'Ivoire, bien entendu, mais sans succès. Au bout d'un match indécis, bien entendu, les deux équipes seront départagées à la séance des tirs au but. Et dans cette épreuve, ce sont les Éléphantos qui s'imposent avec 4 tirs réussis contre 3. Dans cette catégorie aussi, le Bénin s'en sort avec une enveloppe de $75 000 et des médailles d'argent. On va s'intéresser maintenant aux dames et direction le Maroc où on connaît depuis samedi dernier le vainqueur de la 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF, le tout-puissant Mazembe. S'est offert samedi dernier le Graal de la compétition. C'était face à l'équipe du pays hôte Asfa du Maroc qui s'est incliné bien entendu sur un score étriqué d'1-0 devant le club de la République démocratique du Congo. Absente au cours de la dernière édition, les filles du tout-puissant Mazembe ont réussi cette année à s'offrir leur tout premier titre en Ligue des champions féminines de la CAF. Elles deviennent ainsi les toutes premières de l'Afrique centrale à remporter la compétition. Restons avec les dames pour parler de la Coupe d'Afrique et des Nations féminines Maroc 2025. Les 12 pays qui sont qualifiés pour la phase finale sont fixés depuis vendredi dernier pour la phase des groupes. Le tirage au sort des groupes de cette 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu, féminine, a été effectué vendredi dernier. Au terme donc du tirage, les 12 nations qui seront dans la course à la succession de l'Afrique du Sud sont réparties en 3 groupes de 4 équipes. Dans le groupe A, on a le Maroc, la Zambie, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, il y a le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Dans le groupe C, on a bien entendu le groupe du tenant du titre. On a l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et puis la Tanzanie. On s'intéresse maintenant au skateboard, l'une des 12 disciplines du roller sport. La Fédération béninoise de roller sport a enclenché le processus de son développement au Bénin et en vue, bien entendu, de compter dans les toutes prochaines semaines, pourquoi pas dans les tout prochains mois, des représentants dans les prochaines joutes internationales de skateboard. Les représentants béninois, bien entendu, qui porteront haut l'étendard du Bénin sur la scène internationale. C'est dans ce cadre qu'en partenariat avec l'ambassade de France et le ministère des Sports, la fêtière du roller sport béninois a organisé une formation de 7 jours à l'endroit des moniteurs et entraîneurs de skateboard locaux. Et pour ce stage d'une semaine clôturé ce dimanche, l'expert formateur venu de la Fédération française de skateboard a outillé les Béninois sur les fondamentaux de cette discipline dans le but de leur permettre de mieux développer ce qu'est le skateboard au Bénin. Ils ont reçu des notions théoriques mais aussi pratiques sur des différentes techniques de pratique de la discipline. Suivez ici un extrait de quelques participants à l'issue de la formation. Nous avons acquis beaucoup de nouvelles techniques de skate. Les anciennes techniques qu'on pratiquait, on a vu qu'il nous fallait plus de connaissances. Donc cette formation, elle était beaucoup plus basée sur
l'apprentissage des bases du skateboard, telles que le positionnement des pieds, comment se tenir sur un terrain, comment se déplacer. J'avais peur de m'y appliquer. Bon, petit à petit, j'ai appris les biais à bas. Comment faire, comment monter sur les skates, comment tomber d'abord, parce qu'on fait souvent des chutes bizarres. J'ai déjà tout ce qu'il faut, tout le matos physique et psychologique qu'il faut pour pouvoir me lancer sur le terrain en vue de former des progénitures naissants du skateboard, spécialement dans mon département dans le Nord. L'objectif, c'était d'avoir des moniteurs, des gens prêts pour pouvoir relayer, pour pouvoir faire développer réellement le skateboard dans tous les clubs, dans tous les coins du Bénin. Donc je peux me permettre de dire qu'à la fin de ces 7 jours de formation, les objectifs ont été véritablement atteints puisque nous avons aujourd'hui 8 moniteurs qui sont prêts à continuer le travail. Bien outillés désormais sur la pratique du skateboard, ces moniteurs et encadreurs ont pour tâche d'œuvrer pour la vulgarisation de la discipline dans leurs différents clubs, de sorte à ce que dans les tout prochains mois, des jeunes pépites commencent à émerger. Je vous propose ici maintenant un extrait qui expose quelques as autour desquels ce stage s'est déroulé durant 7 jours. Suivez. Pendant 7 jours, on a commencé par défier les lois de la gravité en skate ici au skatepark, le skatepark de la Corniche. Mais nous avons aussi passé un gros volume horaire en salle à l'intérieur à étudier l'art de l'enseignement déjà sur papier pour se donner plein d'outils clés. Et l'après-midi, c'était donc sur le skatepark. Nous avons pu exercer cette semaine tous les fondamentaux, c'est-à-dire la poussée, le freinage, le virage, mais aussi des sauts. Et donc ils ont acquis des connaissances vraiment très rapidement. Ils n'étaient pas loin de tourner à au moins 3 fois 360 degrés sur eux-mêmes. Lors de cette formation, nous avons constaté que beaucoup ont progressé, beaucoup ont eu de très bons résultats, que ce soit au niveau théorique, au niveau pratique. Ces moniteurs ont compris beaucoup de choses à la base, comment réaliser des figures. C'est le plus important pour nous. Donc c'est un résultat très satisfaisant que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui au niveau des skateurs béninois. Faire la promotion de cette discipline olympique qu'est le skateboard au Bénin, c'est bien l'objectif principal de la Fédération béninoise de roller sport en initiant cette formation. Et comme pour atteindre de grandes ambitions, il faut se donner les moyens nécessaires. La Fédération béninoise de roller sport a doté 10 de 16 clubs, bien entendu affiliés, chacun de 5 skateboards et 5 casques, puis 5 jets de protection professionnelle, comme vous pouvez le voir sur les images. D'une discipline olympique à une autre, parlons maintenant de l'aviron où le Bénin a pris part du vendredi à ce dimanche à la compétition sous-régionale dénommée Requête des 3 nations au Nigeria, une compétition qui a réuni les athlètes du Togo, du Nigeria et du Bénin dans plusieurs catégories dont le skiff hommes et dames, le double hommes et dames bien entendu, et dans la catégorie mixte. Elle s'est déroulée, cette compétition bien entendu s'est déroulée pendant 72 heures sous l'égide de la Confédération africaine d'aviron. Le Bénin a pris part avec un total de 9 athlètes rameurs et s'en sort avec une moisson de 14 médailles au total, dont 5 en or, 6 en argent et 3 en bronze. La prochaine édition de cette requête de 3 nations est prévue se dérouler au Togo du 13 au 15 décembre 2024. Puis la dernière étape va se dérouler au Bénin l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. Voilà donc l'essentiel à retenir de l'actualité sportive ce soir, bien entendu, dans la rubrique Fil Info. À présent, on installe le plateau de discussion. Une courte pause et on y est. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 24 nations qualifiées sont connues depuis la semaine écoulée. On fait un tour rapidement sur les 24 prochains participants de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez le voir sur l'image. On a bien entendu
l'équipe bien entendu du pays hôte, le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, vous allez le voir sur les nations qualifiées, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, championne en titre, le Gabon, voilà, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Tunisie, le Nigeria, le Zimbabwe et la Zambie, le Mali, le Comore, le Soudan, le Bénin, bien entendu, vous le savez certainement, la Zambie, la Tanzanie, pardon, le Botswana et puis le Mozambique. Voilà donc les 24 nations qui seront bien entendu de la prochaine édition, sinon la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc à partir de décembre 2025. Alors messieurs, quand vous regardez un peu ces 24 nations qui vont disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, toute première question, à quoi doit-on s'attendre? La question à qui veut la prendre? Oui, je pense qu'on doit s'attendre quand même à une Coupe d'Afrique des Nations d'un niveau assez relevé. Vous savez que sur le continent africain, il y a désormais ce qu'on peut appeler le nivellement des valeurs. Oui. On n'est pas surpris parfois de voir de petites nations, des nations considérées comme petites en matière de football, oui. Je dirais réussir quand même à évincer les grandes nations. On a vu par le passé l'Égypte se faire battre par le Niger. Ça, c'est un exemple assez lointain, mais le plus récent, c'est quand même l'élimination du Ghana dans un groupe où le Ghana est quand même grandissime favori. Si on se tenait, compte bien sûr de la richesse de l'équipe du Ghana qui comptait des joueurs évoluant au haut niveau, mais le Ghana a trouvé, la maladresse de finir dernier dans un groupe où il y a l'Angola, il y a le Niger, il y a le Soudan, où le sélectionneur soudanais est un Ghanéen viré qui est allé au Soudan et qui a éliminé le Ghana. Donc, il y a le nivellement des valeurs en Afrique. C'est pour dire qu'il n'y aura pas de surprise. Et quand vous regardez les 24 nations qualifiées, il n'y a aucune nation qui va disputer sa première participation. Aucune des 24 nations ne vient à cette Coupe d'Afrique des Nations pour découvrir la compétition. Oui. Donc, c'est des nations qui ont déjà participé au moins une fois par le passé à la Coupe d'Afrique des Nations, même si l'effectif n'est plus le même. Donc, on sait déjà ce qu'est le Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ce sera l'une des compétitions, l'une des cannes les plus relevées après ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien entendu, où la Côte d'Ivoire s'en est sortie vainqueur à domicile. Serge Renaud, pour vous, à quoi doit-on s'attendre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au regard des 24 nations qualifiées? Il faut dire que c'est une compétition qui sera vraiment de notre niveau, parce que les équipes qu'on considère souvent comme les outsiders vont venir mettre le paquet, vont venir, les pépites qui sont désormais dans ces équipes-là vont chercher à montrer, à se transformer, à montrer notre visage, à montrer de quoi ils sont capables. Donc je crois que les outsiders vont montrer un autre niveau de la compétition, et comme en Afrique il y a plus de petites nations, bien vrai qu'il y a les ténors qui sont là, il y a les favoris qui sont là, mais quand on voit les pays comme le Niger, l'île Comore et autres, ces équipes-là vont essayer de se mettre aussi dans le rang des grands. Alors, on va demander à la régie de nous permettre de revisualiser, bien entendu, le tableau des 24 nations qui seront de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dit Corel, pour vous, en attendant que la régie nous aide avec le tableau, parmi les 24 nations qui seront au Maroc, lesquelles on peut classer dans la catégorie des grands favoris, et après lesquelles on peut classer dans la catégorie des petits poussés? Oui, parlant des grands favoris, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Il y a d'abord la forme du moment de chacune des formations. Il y a l'expérience de l'équipe, il y a le vécu, oui. Il y a le passé, le poids, parce qu'il y a forcément le poids, ça fait parler. Et donc, quand on va mettre en jeu tous ces paramètres-là, je pense que le Maroc qui joue la compétition à domicile, qui a aligné 6 victoires en autant de sorties, meilleure attaque avec 26 buts, meilleur buteur des éliminatoires, Brahim Diaz avec 7 réalisations. Oui. Le Maroc sera presque intenable à domicile. Et donc, pour moi, le Maroc est grandissime favori, vu également sa prestation lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. C'est vrai que sur le continent africain, le Maroc tâtonne un peu, le Maroc piétine un peu, parce que le football n'est pas forcément champagne. Ici, on met beaucoup plus de physique et de la vivacité, alors que le Maroc, c'est beaucoup plus le football champagne un peu. Donc, je pense que si les Marocains réussissent quand même
à s'adapter aux conditions physiques et climatiques du continent africain avec le 12e homme qui ne sera pas marchandé dans ce pays. Le Maroc va partir avec la faveur de pronostics et sera l'un des grandissimes favoris de la compétition. On ne va pas oublier l'Égypte quand même, qui est les pharaons qui sont quand même le Real Madrid de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont les rois d'Afrique. On ne cessera jamais de les classer parmi les grandissimes favoris. On ne va pas oublier le continent, le Cameroun. Quoi qu'on dit, quand le Cameroun apparaît, ça draine de foule, ça fait parler. Voilà, et le Cameroun a quand même des noms qu'on connaît, André Onana et tout. Donc le Cameroun aussi aura son mot à dire. Les récents vainqueurs, l'Algérie, le Sénégal, sans oublier la Côte d'Ivoire. Je place également le Nigeria parmi les favoris, les équipes qui sont attendues. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on a cité ces équipes-là, vu leur palmarès et leur passé, que subitement, elles seront les équipes qui vont gagner la compétition. Il y a le nivellement des valeurs, on l'a dit, des équipes qui émergent et donc qui peuvent quand même créer la sensation à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Et parmi ces équipes-là... On va y revenir tout à l'heure, on va revenir sur ces nations qu'on doit bien entendu craindre pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Serge, pour vous, quand vous regardez les 24 nations qualifiées, quelles sont les nations qu'on peut classer de grands favoris au-delà, bien entendu, du Maroc? Dicorel l'a dit, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et pas mal de nations. Bon, comme l'a dit Dicorel, je rejoins un peu Dicorel. Il y a le Maroc, il y a l'Égypte, le Sénégal. Nous avons le Cameroun, sans oublier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est équipe championne en titre. Donc je crois qu'on peut classer ces équipes-là dans les équipes favorites pour cette compétition. Sans oublier également l'Afrique du Sud, bien vrai que l'Afrique du Sud des fois ça dandine un peu lors d'une compétition pour reconnaître l'Afrique du Sud avec un autre niveau de la compétition, avec un autre niveau de leur performance, la prestation que ces Sud-Africains mettent en place. Mais lors d'une compétition, dans d'autres compétitions, on voit que l'Afrique du Sud, l'équipe n'est pas souvent stable dans les compétitions continentales. Donc je crois que l'Afrique du Sud aussi peut créer de la sensation, sans oublier, comme je l'ai cité, l'Algérie, la Tunisie rejoint un peu le scénario de l'Afrique du Sud. Je crois que quand on sait que depuis les dernières éditions, la Tunisie n'est plus dans sa grande forme. Voilà. La Tunisie, c'est quand même l'équipe qui surprend. À mon avis, c'est l'équipe qui peut-être produit le football le moins chaleureux, le moins séduisant, mais qui est toujours au rendez-vous. Ça fait la 18e participation consécutive de la Tunisie depuis 1994. Mais la Tunisie n'a jamais été épatant pendant la compétition, mais elle répond toujours présent. C'est quand même bizarre, mais c'est quand même la force de l'organisation, la régularité du championnat, le sérieux dans l'organisation. Et quand il y a des joueurs qui ne sont plus là, parce qu'il y a quand même des noms qu'on connaît qui sont souvent régulés, mais qui ne sont plus là, pour autant la Tunisie. Et regardez cette équipe de la Tunisie qui a quand même perdu ces 2 premiers matchs des éliminatoires et qui a réussi, malgré cette défaite-là, à remonter la pente jusqu'à finir première de son groupe. Ça veut dire qu'il y a de la valeur. On peut compter sur cette équipe, pas forcément pour aller chercher le titre. Pas forcément pour aller chercher le titre. Et au regard de tout ceci, messieurs, quels sont les petits poussés qui sont aujourd'hui qualifiés, même si d'aucuns me diront qu'il n'y a plus de petits poussés aujourd'hui en Coupe d'Afrique des Nations, toutes les équipes se valent. Quelles sont aujourd'hui ces nations-là qu'on ne peut pas forcément classer de grands favoris, mais qu'on doit craindre pour la prochaine édition de la Coupe? Oui, avant de parler des petits poussés, il y a quand même ces équipes-là, les outsiders, qui peuvent créer la sensation. Et parlant de ces pays-là, moi je vais miser sur les pays qui ont misé tout sur le championnat local. Et il a parlé d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aujourd'hui, le championnat est d'un niveau assez relevé où les clubs sont régulés dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Et donc l'Afrique du Sud qui va miser sur la force d'un groupe peut faire quelque chose à cette Coupe d'Afrique des Nations. Des équipes comme la Tanzanie qui ont misé également sur le championnat. Quand vous allez en Tanzanie, vous suivez le championnat, c'est comme c'est l'équipe nationale qui joue le stade Achicom. Et donc les pays comme l'Angola, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud peuvent créer la sensation. Maintenant, sur les petits poussés qu'il faut prendre en compte, c'est vrai que certains me traiteront de fou ou de patriote. Je vais mettre aussi un petit doigt sur le Bénin,
qui peut-être ne soit respecté de personne parce que le Bénin n'est pas souvent régulier, parce que le Bénin est capable de faire une bonne prestation aujourd'hui et de faire une pire prestation demain. Mais quand vous prenez cette équipe du Bénin qui s'est qualifiée, c'est une équipe qui a souffert sur toute la ligne. On a traversé véritablement une année 2002, 2022, 2021, 2023 sans aucune victoire, avec plusieurs matchs, 11 matchs sans victoire, où on a décrié les sélectionneurs successifs, Moussala Tondi et Gano Touror. Mais après, regardez cette équipe depuis le début de l'année 2024. Ça 10 fait matchs, 3 défaites, 3 nuls et puis 4 victoires. Avec 10 buts marqués et seulement 8 encaissés sur l'ensemble de l'année 2024, ça montre que il y a quand même... Bon, là, vous mettez les matchs amicaux. Si on enlève les matchs amicaux, ça fait 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Avec 10 buts marqués et seulement 8 buts encaissés. Pour moi, c'est une régularité sur l'année 2024. Parce que le coach, à partir de ce moment-là, il a trouvé un schéma où il a pris un risque de faire avec 3 milieux défensifs, Cécile Dalmeida, Imran Hassan et Dodo Doku, surtout les deux derniers, qu'il a installés. Il a installé ces deux qui n'étaient pas titulaires, qui n'avaient encore jamais été convoqués en équipe nationale, avant que lui ne signe son contrat. Et donc, il a pris ce risque-là. Il a changé de système. Il est passé en 4-4-2 qui parfois peut se lier en 4-3-3 parce qu'on met là étant sur le flanc gauche, alors qu'on sait qu'il aime le terrain. Et donc, on joue avec 2 attaquants. Et ce schéma, il a tenté en amical face à la Côte d'Ivoire, 2-2, ça a marché. Face au Sénégal, certes, on a perdu, mais on a montré de belles choses. Il a maintenu ce schéma à la vaille que vaille, malgré les critiques, les attaques sur les réseaux sociaux. Il est resté figé à son objectif, à son schéma tactique, et ça l'a aidé jusqu'aujourd'hui, où c'est vrai, il s'est dandiné à un moment donné face au Nigeria, lors des éliminatoires, ou face au Rwanda. Mais c'est ce schéma-là qui nous a permis de résister face à la Libye, en terre libyenne. Sachez que c'est pour une première fois pour le Bénin de réussir quand même à arracher une qualification en terre étrangère dans une finale devant un adversaire direct. Parce qu'on se rappelle encore ce cauchemar de 2017 à Bamako où on cherchait une défaite 2-1. On a perdu, on a pris l'eau 5-2. On a perdu à Kinshasa alors qu'on cherchait un match nul face au Congo. On a perdu 2-0. On a perdu beaucoup de matchs comme ça. Et donc c'est une première et c'est à la type de Gano Touror. On peut tout lui reprocher. Donc pour moi, ce Bénin-là, si on continue par travailler, parce que c'est vrai qu'on va y revenir, si on continue pas à travailler, si les joueurs ne commencent pas à se prendre la tête, si chacun travaille dans son couloir, on connaît nos défauts, on travaille sur nos défauts, on peut créer des surprises comme on l'a fait en 2019. Comme l'a fait en 2019 où le Bénin, les écureuils d'alors devenus aujourd'hui Guépa ont atteint l'étape bien entendu des quarts de finale. Serge Renou Dikoel a commencé par l'évoquer, le Bénin qui signe son retour en Coupe d'Afrique des Nations bien entendu après 2 absences. À quoi doit-on s'attendre des Guépards du Bénin en ce qui concerne leur participation à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Bon, je crois que les Guépards du Bénin vont créer la surprise, parce que quand on voit la constance dans cette équipe béninoise, quand on voit la volonté chez les joueurs, quand on voit la force, cette volonté qui s'adonne pour gagner les matchs, bien vrai qu'on n'a pas encore une équipe digne du nom, une équipe flamboyante comme on le souhaite, bien vrai qu'on n'a pas des joueurs capables de le faire, mais ce n'est pas les stars qui font une équipe, c'est la technique, le jeu qu'on met en place, c'est cette transition qu'il y a entre, cette complicité qui existe entre les joueurs, qui fait que le Bénin est en train de mettre en place un système de jeu qui lui marche. Je crois que progressivement et lentement, on aura notre 11 entrants, notre 11 entrants qui va faire craindre, qui va faire peur aux équipes adverses. Donc je crois que le Bénin peut créer la surprise également lors de cette Coupe d'Afrique. Je crois que on a fini quart de finale et on est revenu après 2 éditions manquées. Je crois que pour cette fois-ci, il faut aller loin, il faut aller de l'avant. Et pourquoi pas finir demi-finaliste? Je pense que les Béninois sont un peu trop ambitieux. Il faut se dire la vérité. On pense que le Bénin, c'est le Brésil. Même le Brésil a perdu une fois 7 buts à 1 à domicile à l'occasion de sa Coupe du Monde. Il faut qu'on se dise la vérité. On oublie vite les choses.
on a connu Michel Ducy qui garde carrément son bus derrière avec 5 défenses. Il a tout le temps dit on n'a pas l'effectif pour jouer un football flamboyant. C'est ce qu'on peut faire. Ça nous a amené en cas de finale. On dit non, on veut plus de ça. On veut un jeu offensif. Ducy est parti. Moussa est venu. Il a répondu à l'appel du peuple lors d'un match des tournois de préparation. Il a fait ce jeu archi offensif avec 4-4-2 aussi derrière Mouni. On a gagné un tournoi. Après, à l'occasion des éliminatoires, on marque peu, on encaisse beaucoup. On a vu que ça n'a pas marché. Quand l'autre est venu, il est revenu dans l'est parce que quoi qu'on dit, c'est un système défensif. C'est un système semi-défensif avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, donc 3 milieux défensifs et 2 attaquants. Donc on met le bus au milieu de terrain et on verrouille tout au milieu de terrain avec des garçons comme Dodo Doku, Imran Hassan et ceux qui sont prêts à courir même pendant 24 heures sans se fatiguer. Mais malgré ça, on est mécontent. On est mécontent, on veut produire un football offensif. Pour moi, aujourd'hui, le Bénin n'a pas les atouts pour ce football-là. Parce que pendant 30 ans, 50 ans, pendant que les autres travaillaient, nous, on dormait. Vous imaginez, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, en 2022, 2023, 2024, que nous formons nos coachs. C'est à l'actif des dirigeants que nos coachs sont en train d'obtenir leur diplôme licence CAF B, licence CAF C. Ça n'existait pas au Bénin depuis 30 ans. Vous n'avez pas de coach bien formé. Ils vont former qui? On n'a aucun centre de formation digne de ce nom au Bénin. On n'avait pas un championnat régulier. C'est maintenant que grâce à ces dirigeants, on a un championnat sur 6 ans qui est en train de marcher. Il faut avoir le courage de le dire. Avec l'actuel ministre qui mise tout sur la formation certifiante. Donc on ne sera plus obligé d'aller chercher des étrangers. Sur les 36 clubs de la Ligue Pro, seulement 9 coachs sont des Béninois. Le reste, c'est des étrangers. Et quand vous prenez des clubs où il n'y a que des Nigériens, même en équipe nationale, des Nigériens devenus Béninois, ça va être difficile dans ce contexte-là de produire un résultat sur le long terme. Et donc, c'est maintenant que le travail commence. Permettons aux dirigeants de continuer ce travail-là et après, on va évaluer. Il y a le centre de Ndali, qu'on encourage la fédération et le gouvernement à mettre beaucoup plus de millions dans la construction des centres de formation, qu'on encourage le privé à investir dans la formation, qu'on crée de véritables académies de formation, qu'on continue pas à former nos coachs comme cela se passe actuellement, qu'on oblige les clubs à avoir des centres de formation, des équipes réserves et continuons les classes sportives et tout. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra maintenant dire, bon, on est heureux parce que les recruteurs seront obligés de venir recruter des joueurs au Bénin. Un peu comme ça se passe au Mali aujourd'hui où le Bénin ne peut plus jouer face au Mali parce que le centre de Mandé qui envoie 20 joueurs en Europe chaque année, combien de Béninois vont en Europe? Donc, c'est difficile de vouloir jouer comme cela. On ne peut que jouer avec nos forces, avec les limites qu'on a, les défauts qu'on a et travailler ces défauts-là. Mais si le Bénin va à la CAN et veut jouer comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, on va boire l'eau, on va accuser Garo d'horreur. Donc pour moi, restons dans notre jargon. Ce qu'on peut faire, c'est vrai que la CAN c'est dans un an, mais restons positifs. Et l'autre chose à faire, pour moi, pour que ces résultats-là soient pérennisés, soyons aussi sérieux, engagés envers les équipes de catégorie d'âge, tel que nous le faisons avec l'équipe A. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, où à l'occasion des journées FIFA, pendant que la sélection A joue ses matchs amicaux, les locaux également jouent des matchs amicaux, les U23 jouent des matchs amicaux, les U20 jouent des matchs amicaux, les U17 également jouent des matchs amicaux. Donc on profite d'une fenêtre FIFA et on forme tout. Oui, de toute façon, on va revenir sur les aspects à corriger, bien entendu, pour améliorer les choses au niveau du football béninois. Je veux m'amuser à vous poser cette question, cher monsieur. C'est les 24 nations qui seront au Maroc pour se lancer dans la course au titre sont connues, mais au regard des performances des nations qualifiées aux récentes Coupes d'Afrique des Nations, bien entendu, surtout leur parcours et leur palmarès en Coupe d'Afrique des Nations, quels sont les pays qui seront les prétendants sérieux au titre? Parce qu'on sait qu'il y aura des nations, certes, toutes les nations seront bien entendu là pour aller chercher le titre, mais après, il y a des prétendants sérieux. Les prétendants sérieux, quand on voit le Maroc avec sa performance lors de ces éliminatoires, je crois que le Maroc est un prétendant sérieux. La Côte d'Ivoire, les éléphants qui vont chercher à enchaîner, voilà, à revenir avec le trophée. Et sans oublier aussi l'Algérie, je vois l'Algérie qui fait partie aussi des prétendants sérieux au titre. Et puis le Nigeria, bon, on verra bien pour le Nigeria. On verra bientôt pour le Nigeria. Le président sérieux pour moi c'est d'abord le Maroc, comme il a dit. Le Maroc, sa dernière Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ça remonte à plus de 30 ans. Oui. Et donc le Maroc va vouloir forcément gagner, surtout que cette équipe est à domicile. Je ne mettrai pas la Côte d'Ivoire parce que quand vous regardez les dernières prestations de la Côte d'Ivoire, ça tâtonne un peu. Ça tâtonne encore que l'équipe est
en restructuration. Ils sont en train de reprendre carrément l'équipe. Donc ça va être difficile de retrouver les mayonnaises. Encore qu'en Côte d'Ivoire, c'était pas forcément une Coupe d'Afrique gagnée de façon laborieuse. La Côte d'Ivoire a été soutenue par son pays et donc on a vu le départ catastrophique et puis la fin laborieuse. Une Côte d'Ivoire presque enterrée qui a été ressuscitée. Voilà, donc pour moi le prétendant sérieux, le plus sérieux, c'est le Maroc. Après, il y a l'Égypte qui n'a pas forcément beaucoup de grands noms, mais qui a quand même une équipe compacte et solide. Et devant, vous avez Oumar Marmouche et Mohamed Salah qui seront très très tranchants. Et défensivement, on connaît cette équipe égyptienne. En Afrique, l'Égypte ne badine pas. On dirait que les Pharaons sont formés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria, je mettrai le Nigeria dedans si les Nigériens sont sérieux. Parce qu'après, il y a l'effectif et il y a aussi le sérieux sur le terrain. Je ne sens pas le sérieux dans le jeu du Nigeria sur le terrain. Si le Nigeria décide d'être sérieux avec les joueurs qu'ils ont, avec la capacité qu'ils ont, avec les potentiels, les moyens, tout ce qu'ils ont, le Nigeria peut également être un prétendant sérieux donc, à la victoire finale de cette Coupe d'Afrique. Mais attention, n'oublions pas le Sénégal, qui n'a pas encore digéré sa défaite de la Côte d'Ivoire. Et ce Sénégal-là, qui n'a encaissé qu'un seul but à l'occasion des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, le Sénégal et le Mali sont les deux seuls pays qui n'ont encaissé qu'un seul but à l'occasion des éliminatoires. Donc le Sénégal a une défense assez compacte, assez solide. Le Sénégal n'encaisse pas beaucoup, ne marque non plus beaucoup. Et donc il va falloir compter avec cette défense-là. Attention, ce lion-là peut à tout moment surprendre. Je crois qu'on a oublié aussi l'Algérie. Bon, moi, je n'ai pas oublié l'Algérie parce que je pense que l'Algérie aujourd'hui est un peu limitée. C'est vrai, quand vous avez Oussem Aouar, Bagdad Boudedja, Riyad Mahrez, pour moi, c'est des seconds couteaux qui sont en train de rendre le flambeau. Est-ce que l'Algérie a déjà trouvé les remplaçants qu'il faut à ces joueurs? Parce que Riyad Mahrez n'a plus ses jambes de 2018 ou de 2020. Bounedja qui joue dans le Golfe n'est plus forcément le même Bounedja. C'est vrai, ils ont eu Oussem Aouar, mais qui aujourd'hui n'est plus l'Aouar Fambloya qu'on connaît, qui évolue en Arabie Saoudite. Oui. Mais attention, c'est une grande équipe. Hein. Ça n'enlève rien à cette équipe-là, qui également va bien jouer. Mais je pense que l'Algérie ne joue pas pour le titre. Il y aura également le climat politico-administratif entre l'Algérie et le Maroc qui fera que les Marocains viendront à chaque fois soutenir les adversaires algériens. Attendons voir ce que ça va donner. De toute façon, on a parlé maintenant des nations qui sont qualifiées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a qui n'ont pas pu obtenir le billet. Bien entendu, pour vous, quelles sont les absences notables pour le prochain rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations? Bon, c'est la défaite de la Guinée qui m'a un peu fait mal. C'est comme le Bénin qui a la quête d'un point, mais qui ne trouve rien. Donc, je crois que... Et aussi le Ghana avec sa performance catastrophique lors de ces éliminatoires. Le Ghana qui compte plus de 23 participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 19 ans après, on ne retrouve plus le Ghana. Et ce qui m'étonne, quand on voit les joueurs ghanéens dans leur club respectif, ils se donnent à fond. Mais je ne sais pas si entre-temps, il y a eu un souci entre les joueurs, le staff ou bien entre les joueurs et la fédération. Parce qu'en sélection, les joueurs se donnent moins et en équipe, ils se donnent plus. Et je vois lors du week-end écoulé, on a vu ces joueurs-là dans leur club en Angleterre qui se sont donnés à fond pour aller chercher la victoire pour leur club respectif. Mais en sélection, ils se donnent moins. Bon, c'est l'absence du Ghana qui a aussi étonné. Même l'absence étonne, mais avec quel point, avec dernier du coup devant même le Niger, la dernière défaite face au Niger. Donc quand on dit aujourd'hui que le Niger bat ce Ghana, il faut aussi voir dans l'effectif du Ghana, le Ghana n'est peut-être plus le Ghana qu'on connaissait. De toute façon, le Ghana qui a un peu régressé ces dernières années, le Ghana qu'on connaissait tout feu, tout flamme depuis sur plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique. Vous savez, le Ghana a perdu sa force. Oui. C'est pas la qualité qui manque dans l'effectif du Ghana. La qualité, elle est toujours là. La qualité des joueurs, les joueurs qui évoluent au haut niveau. Quand vous prenez l'équipe du Ghana, c'est beaucoup de joueurs qui évoluent en English Premier League, des joueurs qui évoluent même à Bilbao. Et donc, c'est de grands noms. Le Ghana n'a pas perdu sa qualité, mais le Ghana a perdu
je dirais, une de ses forces, c'est sa force mentale, sa vivacité sur le terrain. Quand vous regardez le Ghana jouer la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Ghana joue avec le cœur, avec la combativité. Si l'arbitre ne siffle pas à la fin, le match n'est pas terminé sur le Ghana. Mais ce Ghana-là n'est plus là aujourd'hui. Le Ghana aujourd'hui, c'est le Ghana des fine boys, des good boys qui ne veulent pas se salir sur le terrain. Le football africain, c'est se donner sur le terrain, mouiller le maillot, se faire sale sur le terrain et s'en sortir héroïque. C'est ce qui manque à ce Ghana. C'est vrai qu'il y a les problèmes extraterrestres, extrasportifs, j'allais dire, au sein de la fédération, des dirigeants où on ne s'entend pas, on se chamaille, chacun tire le drap de son côté. Et dans ce climat-là, le résultat ne vient souvent pas. Et je pense que le Ghana est victime donc de ces clivages interpersonnels. Et quand vous allez en Guinée, c'est pareil. La Guinée qui mérite la qualification avec un Serhou Guirassy au sommet de son art, l'un des meilleurs footballeurs africains. Ça n'étonnera personne s'il gagne le ballon d'or africain, même si en face il y a un certain Lookman Ademola, lui aussi qui mérite, s'il le gagne aussi, personne ne va crier au scandale. Je pense que la Guinée n'a pas aidé sa star, qui n'a pas besoin d'une élimination et qui pour moi n'est pas aidé par son pays, qui n'est pas aidé par sa fédération, parce qu'il manque un peu de sérieux à mon avis. Quand vous chassez le coach qui vous a amené à la dernière Coupe de la fédération, non, c'est le Mali. Ouais, le Mali, pardon. Vous savez, le coach qui vous a amené à la dernière Coupe d'Afrique, la Guinée est allée jusqu'en quart de finale avant de se faire éliminer. Oui. Et après, vous installez un adjoint qui a fait quelques matchs que vous renvoyez après, ou bien vous cherchez un autre. Il n'y a pas d'instabilité. Disons les choses en termes clairs. Et dans ces conditions, la punition qu'il faut, c'est l'élimination pour réveiller les uns et les autres, pour dire attention, avec le football, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas s'improviser. La Guinée mérite mieux parce qu'ils ont eu des dirigeants qui ont investi des milliards dans le pays pour construire des centres qui ont donné des résultats. Donc après, il ne faut pas tout saccager. Donc si cette élimination peut leur permettre maintenant de revenir sur les bases qu'on connaît de la Guinée, la restructuration de leur football, le sérieux dans l'organisation, dans la gestion de la fédération des affaires courantes, dans la nomination des entraîneurs, la Guinée pourra, parce que les valeurs sont là, les joueurs sont là, et c'est pas le football qui manque. Après, ils ont porté réserve, j'espère qu'ils auront gain de cause, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Voilà deux absences notables qui sont remarquables. Ouais, il y a aussi le Togo que nous oublions. Le Togo qui est à côté. Mais quand vous regardez un peu le palmarès du Togo aujourd'hui, est-ce qu'on peut forcément dire que l'absence du Togo laisse à désirer? Non, l'absence du Togo ne laisse pas forcément à désirer. Mais vous savez, le peuple béninois et le peuple togolais sont quand même des peuples frères. Ouais. Et si le Togo y est, nous n'y sommes pas, on supporte le Togo. Et si nous y sommes et qu'ils ne sont pas, et nous supportent. L'histoire a montré que jamais dans le Togo et le Bénin n'ont joué la même Coupe d'Afrique des Nations. La seule qu'on devait disputer ensemble en 2008, il y avait eu cet événement malheureux qui a fait que les Togolais sont obligés de revenir au bercail. Et le football togolais aussi traverse une période assez difficile, assez compliquée, avec des crises par-ci et par-là, avec des problèmes de formation et des mésententes entre les anciens joueurs où on se chamaille. Je pense que les Togolais aussi doivent quand même aller à l'école du Bénin, parce qu'il y a de beau qui se fait aujourd'hui ici. Il n'y a plus de crise, en tout cas depuis 2016. À la fédération, tout le monde est content. Ils sont devenus des frères dirigeants, même si dans les coulisses, ça se chamaille. Mais ça tente entre les dirigeants. Voilà, au niveau des AG, on voit que il y a souri aux lèvres, il n'y a plus de crise. Et donc, depuis 2016, les résultats sont là chez nous au Bénin. Donc, je pense que le Togo n'a qu'à venir à notre école. On fait très tôt les AG désormais. Oui, ça, c'est le débat. Pour qu'ensemble, qui est Togo Bénin à une Coupe d'Afrique des Nations, là au moins on pourra se chamailler comme entre Camerounais et Ivoiriens. Et on pourra aller suivre les matchs du Togo et dire qu'ils vont perdre. Et les Togolais viendront nous supporter et dire que le Bénin va perdre. Ça sera bon pour la confraternité. De toute façon, ça sera de bonne guerre. On va boucler ce sujet maintenant. Et sans transition, on va aborder le deuxième sujet de ce soir. On va parler maintenant du bilan des guépards du Bénin au cours de cette année 2024. Bien entendu, on parle de 10 matchs disputés au total, matchs amicaux y compris, bien entendu, 3 défaites, 3 nuls et 4 victoires pour le Bénin. On va faire un récap rapidement.
Le premier match amical s'est déroulé entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez certainement, c'était à Amiens, en France. 2 buts partout entre les deux nations. Le deuxième match amical s'est soldé par une défaite 0 but contre 1 devant l'équipe du Sénégal. Et puis après, le Bénin qui s'impose par un score de 2 buts à 1 au Nigeria au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis le Bénin qui va s'imposer ensuite au Nigeria par un score d'un but à 0. Après le Bénin qui s'incline sur un score de 0 but contre 3 devant le Nigeria à Uyo, Nigeria, puis victoire 2 buts à 1 devant la Libye à domicile, sinon au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et après, le Bénin qui s'impose par un score de 3 buts à 1 au Rwanda, défaite 2 buts à 1 en terre rwandaise, et puis nul, un but partout entre le Bénin et le Nigeria au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis le dernier match, sinon la dernière sortie des Guépards du Bénin, c'était en terre libyenne où le score à l'arrivée entre Guépards du Bénin et Chevaliers de la Méditerranée était de 0 but partout, score qui a envoyé directement les Guépards du Bénin pour la 5e fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Dikourel, pour vous, que vous dit ce bilan de gain notre saison? Non, c'est un bilan mitigé. Ouais. Vous savez que c'est un bilan mitigé et on n'a pas beaucoup gagné, on n'a pas beaucoup perdu non plus. Mais je pense qu'on est à notre place. C'est un bilan mitigé, certes, mais c'est un bon bilan pour un pays comme le Bénin où tout est en train d'être refait, tout est en train d'être restitué. Et c'est un bilan à l'actif de Guélo Doro, à l'actif de tous les dirigeants. Moi, ce que je retiens de ce bilan de 2024, je retiens 3 choses. Je retiens ce Bénin capable d'être résilient sur le terrain, ce Bénin qui peut ne pas forcément avoir les qualités de l'adversaire, mais qui peut jouer à l'orgueil sur le terrain. Et ce Bénin, on l'a vu le 10 juin 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan face au Nigeria. Malgré la valeur, la qualité des joueurs nigériens sur le terrain, le Bénin a réussi à avancer parce que c'est rare, beaucoup ne l'évoquent pas, de voir un Bénin encaissé en premier, réussi quand même à égaliser et à prendre l'avantage. Et c'est ce qui s'est passé devant les Super Eagles ce 10 juin là. Le Nigeria a d'abord marqué, le Bénin qui a égalisé par l'entremise de Jodel Dossou et qui a pris l'avantage par l'entremise de Steve Mounier sur un corner magistralement tiré par un certain non, pas Jodel Dossou, Junior Rolaitan, parce que Jodel Dossou, après l'égalisation, s'est blessé et est sorti. Et donc je retiens cette victoire là sur le Nigeria qui est une première du Bénin après, je parle de 60 années de match. C'était la 23e confrontation entre les deux pays où le Bénin a eu 22 défaites. On se rappelle encore les 10 buts à 1 et les 7 buts à 2 qui sont les défaites mémorables, inoubliables, douloureuses du Bénin devant ce Nigeria. Donc réussir à avancer cette équipe-là en 2024, pour moi, c'est une victoire exceptionnelle et historique à ne pas oublier. Et puis après, ce Bénin-là qui est capable de mettre 3 buts au Rwanda, 3 buts à 0 au Rwanda, alors que le Bénin qu'on connaît ne marque pas beaucoup, surtout quand on n'est pas chez nous. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est considérée comme chez nous, mais ce Bénin-là qui a réussi à marquer 2 buts coup sur coup, et après j'ai vu un Bénin capable également de décevoir tout le monde. Ce Bénin qui avait son destin en main, qui est allé au Rwanda et qui a ouvert le score et qui déjà pouvait valider sa qualification et qui en 2 minutes s'est fait chuter. Ce Bénin qui est capable de créer des crises cardiaques. Mais c'est ça le football, c'est la beauté. Donc le Bénin pour moi de 2024 est une équipe à 3 facettes. Mais c'est inévitable. Parce que quand vous êtes sur le chemin de la mécanisation, de l'opérationnalisation, c'est quand vous êtes sur le chemin de la construction de l'équipe, c'est normal que vous échouez à des moments donnés, que des résultats viennent de façon sporadique et que vous échouez pour vous ramener à votre niveau afin que vous en preniez conscience. Parce que quand vous prenez cette équipe de Guélo Doro, Marcel Dandinou, c'est Rohr qui l'a installé. Il n'a jamais été titulaire chez les A avant l'arrivée de Rohr. Quand vous regardez cette défense, Rachid Moumouni, le joueur de Ayema, qui continue d'être dans le championnat béninois, c'est Rohr qui l'a installé. Quand vous prenez au poste, je dirais, Ouorou Tamimou, qui a joué latéral gauche, latéral droit, c'est Rohr qui l'a installé dans cette équipe. Au milieu de terrain, Dodo Doku, Imran Hassan, qu'il a vu au niveau des U20, c'est lui qui a pris le risque
de les installer, d'oublier un certain Jordan Andéouti qui a été importantissime dans l'entrejeu du Bénin. Donc il a pris ce risque-là et c'est lui qui a pris le risque, lui, d'installer Junior Laïtan, de le déloger de son poste de meneur de jeu, de l'installer comme ailier gauche, capable de venir aider le milieu afin qu'il constitue une muraille de 4 milieux. Donc il a mis sa patte dans cette équipe-là. Et quand on prend les 11 entrants, il y a 5 à 6 joueurs que Ron a installé. Donc la reconstruction de l'équipe, le rajeunissement de l'équipe est en marche. Et donc pour moi, quand vous entamez ce chantier-là, c'est clair et net que vous allez souffrir, vous allez perdre des matchs. Il nous revient de continuer comme ça, de ne pas baisser les bras, de trouver l'équilibre nécessaire. Et on oublie que ce résultat de 2024, c'est pas seulement le résultat de Ron, c'est le résultat de toute une équipe, je dirais, de la fédération et du ministère. Parce que le championnat a été réglé depuis 2016. Dandinou n'a pas joué les U20. Non. Il est issu du championnat. Et quand vous prenez des joueurs comme Gislain Aoudo, qui n'a jamais joué les U20, il est issu du championnat. Mariano Rangbo, qui n'a pas fait les U20, il a fait les U23, coaché par un certain Bruno Goudjouadoula, qui a pris le risque d'aller le prendre, alors qu'il était encore au Sénégal, dans une équipe B, qu'il a mis titulaire, qui a joué un bon match ici face au Soudan, tout le monde a vu. Et après, il a flambé, il est allé en Tunisie, il est titulaire indiscutable. Donc, c'est toute une chaîne, et que ce soit les équipes de catégorie, les dirigeants qui ont été sérieux en permettant au championnat d'aller au bout à chaque fois pour permettre aux joueurs de grandir en expérience, permettre aux coachs de faire le rajeunissement de l'équipe, et le gouvernement aussi, parce qu'on ne le dit pas assez. Par le passé, on entend parler des primes impayées, on doit aux joueurs, on doit aux coachs, et des soucis par ici, mauvaise organisation de déplacement, mais depuis que ceux-là sont là, Patrice Talon, je vais le dire, parce que les ministres passent, mais la gouvernance reste pareille, parce qu'il y a quand même une police derrière qui surveille tout. Donc depuis que lui il est là, on n'entend plus parler de ça. L'organisation est parfaite et les joueurs sont dans de bonnes conditions. Je pense que c'est tout ça qui explique aujourd'hui ces résultats de 2024 que nous avons. Mais attention, le piège, c'est de ne pas dire oui, maintenant on s'est qualifié. On va revenir maintenant sur les choses qu'il faut corriger avant 2025. Serge, pour vous, au regard de ces différentes sorties des Guépards du Bénin au cours de cette année 2025, qu'est-ce qui a marché pour les Guépards pour gagner notre saison et qu'est-ce qu'il faudra corriger? Il faudrait dire que ce sont les matchs à domicile qu'on a joué en Côte d'Ivoire qui ont vraiment profité au Guépards du Bénin. Sinon, les sorties ont été vraiment catastrophiques. La belle preuve, la dernière sortie, les cœurs, on était tous franchement optimistes sur cette sortie-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut corriger? Il faut continuer la dynamique que Kenoro a mis en place et chercher à corriger les déchets techniques. Voilà que le Bénin ne marque pas beaucoup. Il faut revoir ce système déjà avec cette cohésion avec Junior Laïtan et puis avec Steve Mounir pour que le Bénin puisse marquer désormais, parce que même si vous arrivez à contrer un match, vous arrivez à maintenir le rythme, vous arrivez à tenir l'adversaire, si vous ne marquez pas les dernières minutes seront fatales pour vous. Donc je crois que désormais il faut beaucoup marquer pour qu'il y ait plus d'équilibre, parce que pour la CAN, l'éliminatoire de la CAN, c'est 7 buts marqués, 7 buts encaissés. Donc il faut éviter ça et marquer. Surtout les matchs, l'invincibilité à domicile qui a profité au Guépard. Voilà, la Côte d'Ivoire nous a souri et il faut continuer sur cette dynamique-là. De toute façon, on va espérer que les dirigeants puissent puissent mettre les moyens à disposition pour quand même que le stade général Mathieu Kérékou soit remis aux normes internationales. Dicorel, pour vous, qu'est-ce qu'il faudra corriger désormais, puisque au-delà de tout, il y a quand même des choses qu'il faut revoir? Oui, forcément, il y a des choses qu'il faut revoir, qu'il faut corriger pour permettre à l'équipe. Déjà, on a 1 an pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont là. Donc, il faut surfer sur ça pour préparer son équipe. Moi, je ne suis pas dans la peau de Ro qui pense qu'il faut qu'on aille à la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas certain. Si ça vient, je vais applaudir. Ça me permettra peut-être de découvrir la Coupe du Monde. Il n'y a jamais de grands reporters sportifs sans de grands événements. C'est ça. Mais soyons sérieux. Quand lui-même il la reconnaît après quand tu t'appelles le Bénin, tu ne peux pas revendiquer forcément d'aller à une Coupe du Monde. Si ça vient, il faut prendre. Servons-nous de la Coupe du Monde pour préparer notre équipe. J'ai commencé déjà par évoquer
évoqué ces aspects-là. Ces aspects-là, déjà, c'est de ne jamais manquer les matchs amicaux. Et bon, le Bénin n'en manque plus aujourd'hui. Oui. Il ne manque plus de jouer les matchs amicaux. Et puis après, au même moment qu'on prépare les seniors, qu'on prépare les U23, qu'on prépare les locaux, les juniors et les U17. Parce que c'est ça la base. Parce qu'il n'y a jamais de génération spontanée en équipe A. Les uns viennent, les autres s'en vont. Et si les uns s'en vont et il n'y a personne qui viennent, il n'y a pas des gens de qualité qui viennent, on va retomber encore dans nos travers. C'est ça qui fait que j'invite les uns et les autres à ne plus faire des organisations, des préparations de 3 jours, de 4 jours pour les locaux et les U23. Parce qu'après, ça va être difficile. On a vu des joueurs comme Imran Hassan capables de se tuer pour les A. Et en A', on les a méconnus. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème de préparation au niveau des locaux, des autres catégories. Donc, soyons beaucoup plus sérieux à ce niveau. Après ça, je l'ai évoqué, il y a un aspect que nous oublions, la formation des formateurs. Ouais, très rapidement. Aujourd'hui, c'est un cours, il faut continuer sur ça. Mais il faut aussi mettre les autres coachs, c'est-à-dire les coachs des U23, des locaux, des U20, des U17, dans de bonnes conditions. Il faut leur faire un bon contrat, comme on fait aux expatriés, pour qu'ils se sentent concernés. Parce qu'il ne sert à rien, je donne un simple exemple, de mettre le sélectionneur de l'équipe A peut-être à 9 sur 10 en matière de rémunération et de mettre les sélectionneurs des U23, des U20, des U10 à 0,5 sur 10. Les gens seront là pour le peu qu'on leur donne, mais ils ne vont pas mettre du cœur. Et je sais de quoi je parle. Et je sais que je parle à des dirigeants sérieux qui connaissent la chose. C'est vrai que par le passé, ces entraîneurs-là n'ont jamais eu de contrat. Ils n'ont jamais eu de contrat, ils n'ont jamais salarié. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le gouvernement a décidé de leur faire de contrat. Maintenant qu'on a décidé, faisons un bon contrat pour eux, pour qu'eux-mêmes puissent être jugés. Là, si demain, Moussa Latoudi perd des matchs, il sera obligé de venir nous rendre compte. On va lui dire, attention monsieur, vous êtes payé pour ça, c'est pas bon, on peut vous virer, amener quelqu'un d'autre. Voilà, on est en train de finir avec le tour d'horizon de ce soir. Serge Renou, rapidement, pour le compte de l'année 2025, les Guépards vont disputer 6 matchs avant la CAN 2025, excepté les journées FIFA du mois de juin, de novembre. Une suggestion rapidement à Ganotre. Une suggestion, c'est de, comme je l'ai dit, c'est de maintenir cette dynamique qui est déjà en place et c'est de ne pas se laisser. Il peut ne plus être là dans un endroit. Voilà, c'est de ne pas se laisser emporter par les réseaux sociaux. Et surtout pas, parce qu'après c'est lui qui va assumer. Et c'est ça. Ainsi va s'arrêter bien entendu le rendez-vous hebdomadaire de ce soir. Merci à tous d'avoir été des nôtres durant près d'une heure de temps. Retrouvez lundi prochain toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin. Au revoir.